Oui, bonjour à tout le monde. Vous allez donc participer au webinaire Post-TA 2023 qui a été organisé sous l'égide du groupe de recherche de la thyroïde et avec le soutien institutionnel du laboratoire HAC. Le programme du congrès de l'ETA 2023 a été très riche et parmi les thèmes qui ont été abordés, nous avons sélectionné les sujets suivants: la prise en charge des nodules thyroïdiens par le docteur Geneviève Crouzet, une mise au point sur une actualisation du traitement des cancers thyroïdiens différenciés par le docteur Magalia Saguer. Et après ces deux premières communications, il y aura des questions-réponses chaudes avant de reprendre les présentations de l'actualité dans le traitement de l'orbitopathie basedovienne par Myriam Latsous, les résistances aux hormones thyroïdiennes par Solange Grunelval, et je terminerai par quelques mots sur thyroïde et grossesse avant de conclure ce webinar. Et sans perdre trop de temps, je voudrais vous inciter à poser des questions par le chat et j'utiliserai ces questions pour animer les questions-réponses au cours de ce webinar. Je vais donc donner la parole maintenant, pour ne pas perdre trop de temps, au docteur Geneviève Crouzet de Brest, qui va nous faire une actualisation sur la prise en charge des nodules thyroïdiens. Geneviève, à toi. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je voulais commencer par remercier le laboratoire HAC de m'avoir permis d'assister au congrès de l'ETA cette année. Alors, je vais vous parler de la prise en charge des nodules thyroïdiens. Et dans une première partie, je voulais dire quelques mots sur l'échographie thyroïdienne. Donc, l'échographie thyroïdienne est l'examen de choix pour le diagnostic des nodules thyroïdiens. Et on sait que la pathologie nodulaire thyroïdienne est extrêmement fréquente, le plus souvent bénigne. Donc, ça demande une approche adaptée au risque qui est faible et efficiente. Les systèmes de stratification du risque échographique ont été développés pour permettre à la fois d'éviter les cytoponctions inutiles et tout de même d'identifier les cancers. Dans cette étude prospective monocentrique qui a été menée chez 477 patients, ont été évalués 4 systèmes de stratification du risque échographique différents. Et dans cette étude, ils ont évalué donc le nombre de cytoponctions qui pouvaient être évitées grâce à ce système, tout en ne passant pas à côté du diagnostic de cancer. Et donc, dans cette étude, c'était l'ACR-TAIRADS, donc celui qui est utilisé par l'association des cliniciens de radiologie américains, qui permettait d'éviter le plus de cytoponctions avec le moins de faux négatifs. En pratique, est-ce que ces systèmes sont utilisés dans cette étude qui nous a été présentée, qui a été menée chez 900 praticiens d'échographie thyroïdienne dans 52 pays, avec 61% d'endocrinologues représentés? Un tiers des praticiens n'utilisaient aucun système de stratification du risque échographique et un tiers d'entre eux utilisaient plus d'un système. On sait aussi que ces systèmes ont un défaut, c'est qu'ils ne sont pas toujours très reproductibles et il peut y avoir une variabilité interobservateur concernant tous les éléments qui font la description échographique du nodule échographique. Donc finalement, il y a un groupe de l'ETA qui travaille actuellement pour essayer d'améliorer la valeur prédictive positive des systèmes en mettant en place un système international de définition du risque échographique, le e-TIRAT. L'intérêt de ce système de stratification unique, c'est que ça permet à la fois de limiter la confusion et pour les praticiens et les patients. Ça permettrait d'avoir un seul système à mettre à jour. Ça permettrait de faciliter les comparaisons entre les études. Et donc, pour celui-ci, il faut donc des définitions universellement admises, donc le développement d'un langage commun, le lexicon, qui pourra être implémenté avec un atlas. Et bien sûr, bientôt, on aura sûrement l'aide de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances diagnostiques de ces systèmes de stratification du risque échographique. Donc, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler de la surveillance active des nodules à cytologie indéterminée. Donc, on sait que malgré des cytoponctions de bonne qualité et suffisamment cellulaires, dans environ 15 à 20% des cas, on peut se retrouver avec des résultats qui ne permettent pas de conclure quant à la bénignité du nodule.
Donc, c'est les classes 3 et 4 de Bethesda dans la classification qu'on utilise le plus en France, mais ça existe dans toutes les classifications cytologiques. Et actuellement, la prise en charge recommandée, malgré le faible risque de malignité, est soit de répéter la cytoponction, soit de proposer une lobectomie, quelle que soit la taille du nodule thyroïdien. Pourtant, on sait dans cette étude du docteur Rago que lorsque les nodules avec une cytologie indéterminée sont opérés, donc dans cette étude menée sur 1520 nodules, la majorité des nodules étaient donc bien des nodules bénins, mais même lorsqu'ils correspondaient à des carcinomes, c'était le plus souvent des carcinomes folliculaires d'architecture, des carcinomes papillaires d'architecture vésiculaire, dont on sait qu'ils sont associés à une excellente survie et à un faible risque de récidive. Donc finalement, peut-être qu'on pourrait proposer une autre approche pour les nodules de cytologie indéterminée. Et donc je vais vous montrer deux études qui se sont penchées sur la surveillance active des nodules. Donc cette première étude, elle nous a été présentée par le docteur Giri. Donc c'est une étude italienne, prospective, monocentrique. Ils ont inclus donc des patients avec un nodule à cytologie indéterminée qui acceptaient un suivi échographique. Ils leur ont proposé un suivi tous les 6 mois pendant 2 ans, puis un suivi annuel. Et les patients pouvaient être opérés soit en cas de mise en évidence de signes de progression, soit s'ils décidaient de sortir de la surveillance active. Si le nodule était stable et que le patient acceptait la surveillance, on poursuivait la surveillance active. Donc, ils ont pu inclure 86 patients, 82 nodules. Et donc, dans leur étude, finalement, 3 patients ont été opérés pour progression. Dans les 3 cas, il s'agissait de carcinomes folliculaires thyroïdiens peu invasifs, qui ont nécessité une prise en charge chirurgicale, mais qui n'ont pas eu d'irathérapie complémentaire nécessaire. Et le fait de différer la chirurgie n'a pas été à l'origine de complications. 8 patients ont été opérés pour choix du patient. Et du coup, parmi ces 8 patients, ils ont retrouvé 2 carcinomes thyroïdiens papillaires qui étaient des carcinomes de petite taille et ils n'ont pas nécessité non plus d'irathérapie complémentaire. On dispose d'une analyse moléculaire pour 25 des nodules dans cette étude. Et donc, un nodule chez un patient avec progression était muté à HRAS. 11 patients mutés RAS sont toujours en surveillance active sans progression et ils n'ont pas retrouvé une mutation BRAF V600E dans cette étude. Donc finalement, en conclusion, on peut dire que seuls 3,5% des nodules ont progressé sur 24 mois et le fait d'avoir différé la chirurgie n'a pas été délétère pour la prise en charge des patients. Cette deuxième étude a évalué les performances d'une analyse moléculaire dans le cadre de la surveillance active des nodules à cytologie indéterminée. Donc, c'était des nodules qui ont été testés soit avec le test Affirme GCS ou le test Tyrosec V3 qui sont des tests de biologie moléculaire NGS. Donc, c'est une étude californienne. Dans cette étude, on remarque qu'il y avait une prédominance féminine. C'était des nodules d'environ 2 cm et une grande majorité de nodules Bethesda 3. Et donc, chez les patients qui avaient un test moléculaire qui était en faveur d'un nodule bénin, ils ont proposé une surveillance. Finalement, 75% des patients ont accepté la surveillance. Parmi les patients qui ont été opérés d'emblée, ils n'ont retrouvé que des nodules bénins. Et au cours de la surveillance, ils ont finalement opéré 15 patients supplémentaires. Et au sein de ces nodules, il a été retrouvé uniquement un cancer, donc 0,5% des patients, sur un suivi médian de 34 mois. Donc, on peut conclure que moins de 1% des nodules à cytologie indéterminée qui avaient un test moléculaire en faveur d'un nodule bénin se sont révélés malins au cours de leur suivi échographique. Et donc, je terminerai par une troisième partie sur la classification OMS 2022 des tumeurs thyroïdiennes. Les nouveautés de cette classification est qu'elle nomme et elle classe les tumeurs thyroïdiennes non plus uniquement à partir des caractéristiques morphologiques des tumeurs, mais aussi à partir des bases moléculaires. Elle est de ce fait mieux reliée à l'histoire naturelle des nodules et cette classification a un impact pronostique et thérapeutique. On peut la retrouver en ligne. Et donc, on a trois grandes familles de tumeurs qui ont été décrites dans cette classification. Donc, on a les tumeurs bénignes, les tumeurs à faible risque de malignité et les tumeurs malignes dont vous parlera le docteur Essaguer après moi. Pour les tumeurs bénignes, je voulais faire le zoom sur deux sous-classes. Donc, c'est
D'abord, la maladie nodulaire vésiculaire thyroïdienne. C'est le nouveau nom qui a été choisi donc, pour le goître multinodulaire. Donc, ça correspond à une prolifération bénigne non inflammatoire de cellules folliculaires thyroïdiennes. Cette nouvelle appellation a été choisie parce qu'elle permet de refléter le fait qu'il peut y avoir des nodules à la fois clonaux et non clonaux avec des architectures variables au sein d'un goître. Donc, ça permet de regrouper les nodules colloïdes, les nodules hyperplasiques, des nodules adénomateux ou des nodules folliculaires bénins. Le deuxième type de tumeur bénigne dont je voulais vous parler, ce sont les adénomes vésiculaires d'architecture papillaire. Ce sont des tumeurs bénignes non invasives, encapsulées, qui sont caractérisées cette fois par une architecture papillaire harmonieuse et qui sont souvent associées aux nodules hyperfonctionnels. Donc, on va retrouver facilement des mutations activatrices du récepteur à la TSH ou plus rarement des mutations de GNAS ou de EZH1. On peut les retrouver dans le cadre du syndrome de McCune-Albright ou dans le complexe de Carnet. Et elles peuvent être à l'origine de faux positifs de cytoponction, ce qui soutient le fait de ne pas cytoponctionner les nodules hyperfonctionnels. La deuxième partie des tumeurs dont je voulais vous parler, c'était les tumeurs à faible risque de malignité, donc qui regroupent les NIFT, les tumeurs thyroïdiennes de potentiel de malignité incertain et les tumeurs trabéculaires hyalinisantes. Donc, ce sont des tumeurs borderline qui sont cliniquement et morphologiquement intermédiaires entre les tumeurs bénignes et malignes. Elles ont un excellent pronostic, mais elles ne sont pas considérées comme bénignes à 100%. Et elles ont un faible potentiel de malignité. Donc, le chef de file, c'est le NIFT qui est maintenant bien connu, donc la tumeur vésiculaire non invasive avec des caractéristiques nucléaires de type papillaire. Au niveau mondial, ça représente 6 à 9% des diagnostics de cancer thyroïdien, donc ce n'est pas si rare. Et il faut maîtriser parfaitement les critères diagnostiques pour poser ce diagnostic, puisque la prise en charge thérapeutique n'est pas la même que s'il s'agit d'un carcinome. Donc, il faut que ce soit une tumeur encapsulée ou très bien délimitée, que toute la capsule ait été analysée. Et il faut absolument une absence de signes d'invasion capsulaire ou vasculaire. Elle est associée à des mutations RAS ou BRAF 601. Il n'y a pas de limite de taille. Par contre, la mutation BRAF V600E est un critère d'exclusion. Alors, il n'est pas indispensable de faire une recherche de mutation BRAF V600E et qu'elle soit négative pour éliminer le diagnostic. Mais par contre, si on met en évidence une mutation, ça ne peut pas être un NIFT. Je voulais vous montrer les résultats de cette étude qui nous a été présentée sur les NIFT. Donc, c'était 74 cas de NIFT qui ont été analysés de façon rétrospective et monocentrique. Donc, dans cette étude, ils ont retrouvé des lésions contralatérales au sein de leurs 74 cas de NIFT. Et sur ces 13 lésions, 11 étaient malignes. Alors, il s'agissait de carcinomes papillaires, de microcarcinomes et d'un carcinome vésiculaire invasif. Le propos, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument opérer le lobe contralatéral quand on met en évidence un NIFT, mais par contre, s'il y a des lésions sur le lobe contralatéral, il y a peut-être un plus fort risque de malignité. Et donc, il est important de surveiller le lobe contralatéral. Donc, les deux derniers types de tumeurs qu'on retrouve dans les tumeurs à faible risque de malignité, ce sont les tumeurs vésiculaires à potentiel de malignité incertain, qui sont des tumeurs bien différenciées, bien circonscrites, mais pour lesquelles on a un doute sur le caractère invasif. Il ne faut pas qu'il y ait de critères de haut grade. Elles sont associées aux mutations de RAS. Elles peuvent être divisées en deux sous-groupes selon la présence ou non de noyaux de type papillaire. Et c'est assez rare, donc ça représente 0,5 à 3% des nodules opérés. Et la dernière famille de tumeurs, c'est les tumeurs trabéculaires hyalinisantes. Là, c'est un diagnostic qui est vraiment très rare. C'est des tumeurs bien délimitées avec des noyaux de type papillaire, une architecture trabéculaire et un matériel hyalin intratrabéculaire important. Elles sont associées à des fusions de glies spécifiques. Dans les séries historiques, il y a pu y avoir des cas de métastases décrites, mais jamais avec des fusions de glies confirmées. Et peut-être qu'avec la confirmation de la fusion de glies, on pourrait les reclasser dans les tumeurs bénignes. Donc, en conclusion sur cette partie sur la classification des tumeurs bénignes et à faible risque de malignité, on peut dire que la biologie moléculaire oriente la prise en charge même des tumeurs bénignes, que les papilles ou les noyaux de type papillaire ne sont pas toujours associés à la malignité. Les tumeurs à faible risque de malignité ne sont pas des tumeurs bénignes. Et en cas de NIFT, donc il faut bien s'assurer que tous les critères sont respectés et en particulier que la capsule a été analysée en totalité et peut-être proposer un suivi du lobe contralatéral.
Merci beaucoup. Et on va très tout de suite donner la parole au docteur Magali Assaguerre de Bordeaux qui va nous faire une mise au point sur la prise en charge des cancers thyroïdiens différenciés. Magali, c'est à toi. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Ah oui, pour les diapositives, pardon. Donc moi je vais vous parler des cancers thyroïdiens différenciés. Donc dans la continuité de ce qu'on vient d'aborder avec les tumeurs thyroïdiennes, on va se concentrer sur la partie carcinologique. Donc comme vous pouvez le voir dans la nouvelle classification, il y a d'un côté les cancers papillaires qui sont plutôt BRAF-like, c'est ce que vous a dit Geneviève juste avant, avec à l'intérieur des cancers papillaires les classiques, les sous-types folliculaires et tous les autres sous-types qu'on connaît bien. Il faut savoir que le terme microcarcinome papillaire a disparu, donc on dit cancer papillaire infracentimétrique. Et dans cette catégorie, il y a les cancers papillaires thyroïdiens de sous-type folliculaire qui sont encapsulés et avec invasion minime, qui sont sortis des papillaires pour aller se mettre de manière individuelle proche des folliculaires puisqu'ils ont un profil plutôt RAS-like. Et donc cette nouvelle classification de cancers papillaires de sous-type folliculaire à invasion minime et qui sont encore encapsulés sont associés à un très bon pronostic. À côté de ça, il y a les oncocytaires qui avant étaient classés parmi les folliculaires et qui maintenant aussi ont leur place à part entière, avec un risque de métastase au diagnostic un peu plus élevé et un risque aussi d'être moins sensible à l'iode. Et puis donc tout ça, ce sont les cancers bien différenciés. Ici, vous avez les cancers anaplasiques. Je ne sais pas si... Oui, vous voyez peut-être pas ma flèche. Et il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, qui sont les cancers de haut grade. Donc dans ces cancers de haut grade, il y a deux possibilités. Soit ce sont les cancers peu différenciés qu'on connaissait déjà bien, hein, qui ont une morphologie peu différenciée, un risque de récidive et d'être réfractaire à l'iode qui est élevé. Et à cette catégorie, dans les hauts grades, se rajoute une nouvelle catégorie qui sont les cancers qui sont bien différenciés, mais de haut grade, avec un taux élevé de mitose ou bien de la nécrose. Et donc ces cancers peuvent être d'origine papillaire, folliculaire ou oncocytaire, mais leur point commun, ce sont les mitoses ou la nécrose. Et en fait, dans la littérature, on se rend compte que ces cancers bien différenciés de haut grade se rapprochent des peu différenciés par leur pronostic et le risque d'être réfractaire à l'iode. Donc ce sont des cancers à haut risque de récidive. Donc après, l'impact de cette nouvelle entité, notamment les bien différenciés de haut grade sur le choix du traitement, va être probablement inclus dans les prochaines recommandations à venir. Après, je vais revenir sur la désescalade générale. Vous savez que dans les cancers thyroïdiens bien différenciés, la majorité des cancers sont à faible risque de récidive. Et donc, ces dernières années, on a assisté à une décroissance. Donc, ça a été abordé juste avant, mais on a vu ces dernières années l'apparition de la surveillance active pour les cancers papillaires infracentimétriques à distance de la capsule stable sur plusieurs mois et évidemment en l'absence d'envahissement ganglionnaire, parce qu'on sait que ces petits cancers, entre guillemets, ont un risque de progression qui est marginal et qu'on peut se contenter d'une surveillance chez certains patients bien sélectionnés. Pour les cancers à très faible risque et à faible risque, désormais, on peut faire des lobectomies puisqu'il n'y a pas de différence de survie globale. Et donc, on va y revenir parce que ça a été abordé à la SFE. Par contre, pour les risques intermédiaires et les hauts risques, on reste dans la thyroïdectomie totale. Donc, dans les recommandations récentes de la SFE sur les nodules thyroïdiens, pour les tumeurs suspectes de malignité infracentimétrique, donc soit la surveillance active, soit la lobectomie. Pour les nodules Bethesda 5 et 6 de moins de 20 mm qui n'ont pas de ganglions et qui n'ont pas de nodules suspects contralatérales, on peut également faire des lobectomies. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi des pays où on fait des lobectomies, même dans les cancers entre 2 et 4 cm. Il y a un essai en cours à ce sujet. Et donc, lors de l'ETA, il y a eu une communication à ce sujet qui précisait bien les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Donc, l'avantage pour le patient, si on peut se contenter d'une lobectomie dans certaines indications bien particulières, l'avantage, c'est que vous lui épargnez une substitution hormonale à vie par lévothyroxine pour 70% des patients traités par lobectomie, à peu près, peut-être un peu mieux encore. L'inconvénient, c'est que vous avez toujours le risque qu'un nodule qui est estimé à faible risque de récidive, ou en tout cas sans envahissement ganglionnaire et sans paramètres échographiques suspects, rien ne vous dit de manière certaine qu'il n'y aura pas d'embole ou des petits ganglions ou une histologie péjorative. Donc ça veut dire que ces nodules à qui on propose
pour qui on propose une lobectomie, vous avez un risque de conversion en thyroïdectomie totale qui est compris entre 40 et 60%. Et donc ça, il faut en avertir les patients. Donc là, dans cette étude-là, par exemple, sur 500 patients, il y avait 60% des Bethesda 6 et 30% des Bethesda 5 qui étaient finalement totalisés. Dans la communication orale de ces patients, notamment les patients qui ont des cancers entre 2 et 4 cm, il y avait un risque de totalisation qui était supérieur à ceux qui ont des nodules entre 10 et 20 mm. Donc la question qui se pose maintenant pour ces patients qui ont un faible risque de récidive et qui ont été traités par lobectomie, ça va être le suivi. Donc déjà, on fait comme d'habitude, on va évaluer la réponse au traitement. Donc on fait une échographie post-opératoire à 6 mois, 6-12 mois, qui, si elle est normale, vous permettent de dire qu'il y a une bonne réponse au traitement. Et donc là, concernant le suivi, il y a Livia Lamartina qui a fait une mise au point à ce sujet et qui disait, pour le suivi de ces patients, sur les bases de la littérature, on peut refaire une échographie 3 à 5 ans après le traitement initial. Pas de freination de la TSH, mais quand même objectif de TSH entre 0,5 et 2 pour l'instant proposé. Et puis, se pose la question de doser ou pas la thyroglobine chez ces patients qui ont une lobectomie et qui donc ont un lobe contralatéral en place. Donc, dans son analyse de la littérature, il y a plus d'études que ça, mais par exemple, vous voyez ici, on a la moitié des études qui sont plutôt favorables au suivi de la thyroglobuline et des anticorps chez les patients traités par lobectomie et donc qui n'ont pas eu d'iode et qui ont le lobe contralatéral en place, et l'autre moitié qui disait non, ça ne nous aide pas à prédire le risque de récurrence, donc il n'y a pas de données très solides dans la littérature. En plus, il n'y a pas de seuil vraiment validé post-opératoire pour la thyroglobine post-lobectomie. Et donc, la surveillance de ces patients, pour l'instant, est à baser sur l'échographie, avec un risque de récidive de 2 à 7% à 20 ans, et en faisant bien attention à ne pas faire d'échographie annuelle, puisque ça ne sert à rien, ça coûte cher, ça donne des faux positifs, et donc il y a eu plusieurs études qui ont été montrées que finalement, il vaut mieux faire des échographies tous les 3-5 ans plutôt que d'en faire tous les ans. On y reviendra plus tard. Et puis la durée de suivi reste incertaine, généralement c'est au moins 10 ans. Chez les patients qui ont eu une thyroïdectomie totale, mais qui n'a pas nécessité d'iode, donc notamment pour les faibles risques de récidive, si leur bilan post-opératoire est tout à fait normal, notamment échographie normale, pour la thyroglobine, on y reviendra. Quand on parle d'excellente réponse au traitement initial, qui est la thyroïdectomie sans iode, qu'est-ce qu'on fait comme suivi chez ces patients? Donc là encore, dans cette mise au point, l'objectif de TSH proposé était une TSH entre 0,5 et 2, donc pas de freination, mais quand même une surveillance de la TSH. Une nouvelle échographie 3 à 5 ans après le traitement initial. Et puis se pose aussi, encore une fois, la question du suivi de la thyroglobuline et des anticorps chez ces patients qui ont donc leur reliquat thyroïdien en place puisqu'ils n'ont pas eu d'iode radioactif. Donc, dans cette étude rétrospective sur 6 ans qui comportait 300 patients avec des cancers à faible risque de récidive, vous voyez que sur 6 ans de suivi, la thyroglobine, globalement, elle reste bien stable et elle peut fluctuer un petit peu en fonction des fluctuations de TSH en regard. Et ce qui était intéressant, c'était que donc ils avaient distingué 3 groupes. Les patients qui avaient une thyroglobine, donc le groupe A en bas, qui avait une thyroglobine inférieure à 0,2 en post-opératoire, le groupe B avec une thyroglobine post-opératoire entre 0,2 et 1, et le groupe C avec thyroglobine supérieure à 1. Et globalement, ce qui montrait, c'est que la thyroglobine est restée stable dans le temps, même en cas de réponse un peu douteuse, qu'il y avait une très bonne corrélation entre la thyroglobine et les variations de TSH, et qu'il y avait 0 récidive parmi ces patients dans les limites d'un suivi de 6 ans, mais enfin des données rassurantes, et donc peut-être que la thyroglobine pourrait être utilisée pour le suivi de ces patients. Pour les patients qui ont eu une thyroïdectomie totale, pas d'iode, faible risque initial de récidive, mais qui ont une réponse biologique incomplète ou indéterminée. Donc, ils ont une échographie cervicale post-opératoire qui est normale, mais ils vont avoir une thyroglobuline entre 1 et 2 ou supérieure à 2. Quel suivi pour ces patients? Donc là, le conseil, c'est de suivre la cinétique biologique de ces petites anomalies mineures, puisque la plupart du temps, ça va rester stable ou ça finira par se normaliser tout seul. Mais quand même, Livia Lamartina proposait un objectif de TSH entre 0,1 et 0,5, et puis de faire une surveillance plutôt annuelle, y compris échographique chez ces patients, pour vérifier qu'il n'y a rien qui pousse. Maintenant, un petit point sur l'iode radioactif. Donc, pour les très faibles risques, pas d'iode. Pour les faibles risques, vous savez qu'il y a eu l'étude estimable 2 qui a donc montré que sur une cohorte prospective de patients avec des cancers thyroïdiens à faible risque, compris entre 1 et 2 cm, des PT1 AM
des PT1B, mais qui étaient tous N0 ou NX, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de récidive si on ne fait pas d'iode. Et ces données ont été actualisées à la SFE 2023 et ont montré qu'à 5 ans, si vous ne faites pas d'iode radioactif à visée ablative chez les patients à faible risque PT1AM et PT1B, il n'y a pas plus de récidive à 5 ans. Et il y a une étude anglo-saxonne qui est un peu équivalente à celle d'Estimable, mais qui avait en plus 44% de PT2, donc les faibles risques entre 2 et 4 cm, toujours N0, NX, et qui montre également qu'à 5 ans, si vous ne faites pas d'iode, il n'y a pas plus de récidive que dans le groupe traité par iode. Et tout ceci, bien sûr, est sous réserve d'un bilan post-opératoire normal. Donc, le bilan post-opératoire peut guider pour choisir l'indication ou pas à l'iode radioactif. Et désormais, avec ces 2 études solides bien menées, on se demande est-ce qu'il faut pas arrêter de faire de l'iode pour les patients à faible risque qui ont un bilan post-opératoire normal. Donc, on attend les recommandations à venir pour confirmer tout ça. Et puis, pour les risques intermédiaires, on se pose aussi encore des questions. Notamment les patients qui ont un risque intermédiaire de récidive, mais qui ont un bilan post-opératoire normal. Est-ce qu'il faut traiter tout le monde ou pas? Et donc, il y a l'étude Intermediate par Stéphane Bardet qui est en cours pour répondre à cette question. Donc, beaucoup de communication sur le risque de récidive, si on fait d'iode ou pas d'iode, vu cette décroissance dans les indications de traitement par iode radioactif. Dans cette étude, qui était basée sur les données américaines de CIR avec beaucoup de patients, mais donc il y avait 2000 patients à bas risque traités par iode versus à peu près 2000 patients sans iode à bas risque, mais le critère pertinent retenu, c'était la survie globale. Donc on voyait que l'iode n'apportait rien en termes de survie globale pour les bas risques. En revanche, pour les risques intermédiaires, il semblait montrer qu'il y avait quand même un intérêt à faire l'iode radioactif, ainsi que pour les patients de plus de 55 ans avec extension extra-thyroïdienne ou une atteinte multifocale. Une autre étude rétrospective qui comportait 1300 patients avec un cancer à risque intermédiaire et une thyroglobuline post-opératoire rassurante inférieure à 1 avec anticorps négatifs et écho normal. Donc sur ces 1300 patients traités par iode ici en bleu et la petite courbe rose en bas, c'était 130 patients qui avaient été appareillés par des techniques particulières. Et cette étude était plutôt en faveur quand même d'un intérêt de l'iode radioactif, même si le bilan post-opératoire est rassurant. Chez les patients à risque intermédiaire, il y aurait une réduction du risque de récidive. Donc, on attend Intermediate pour rediscuter de tout ça. Pour la freination par hormone thyroïdienne, donc on ne freine plus les très faibles risques, les faibles risques traités par lobectomie non plus. Pour les risques intermédiaires, objectif initial 0,1-0,5 qui peut être allégé si la réponse au traitement est excellente. Et pour les hauts risques, on reste plus prudent avec encore une freination. Donc en conclusion, pour les cancers thyroïdiens différenciés, donc on peut ne pas opérer, on peut faire des lobectomies dans certaines conditions, on peut se poser la question du curage, donc il y a l'étude Estimable 3 qui est en cours. Sur le plan histologique, vous avez vu qu'il y a des tumeurs qui étaient classées cancéreuses qui ne le sont plus, et il y a l'apparition des hauts grades, dont on va devoir intégrer aussi à nos choix de traitement. L'iode radioactif, peut-être plus chez les faibles risques, et pour les risques intermédiaires, faut-il le faire chez tout le monde? L'objectif de TSH qui est allégé de manière à éviter des conséquences négatives pour les patients sur l'os et sur le cœur, mais vu qu'étant donné que ça ne modifie pas le risque de récidive. Et puis la question du suivi, elle a été pas mal abordée à l'ETA avec des discussions sur le suivi au-delà de 10 ans, sachant qu'on a des données sur des patients qui ont souvent été plutôt traités par iode radioactif. Donc se pose toujours la question d'espacer le suivi parce que si on fait trop d'échographie, on a plein de faux positifs. Et puis aussi de la durée de suivi au-delà de 10 ans, est-ce qu'il y a un intérêt pour les patients, chez qui, etc. Donc plein de questions à répondre. Et donc on attend les résultats de ces études en cours, notamment Estimable 3 et Intermediate pour la France, et les nouvelles recommandations pour nous aider à y voir plus clair. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Magalia Saguer. Et donc, on va prendre le temps de 2 questions. La première qui a été envoyée, c'est dans le cadre d'une lobectomie pour un NIFT, sur le lobe contralatéral restant, est-ce qu'il y a la place d'une surveillance systématique des micronodules E-2 ou 3 de moins de 10 mm? Geneviève? S'ils sont tirage 2 et 3 et moins de 2 mm, Moins de 10 mm. moins de 10 mm, pardon, je pense que si on propose une surveillance, il faut vraiment une surveillance très espacée, peut-être une échographie à 3 à 5 ans, mais pas
Enfin, c'est plutôt surveillé si jamais on a des nodules qui sont un peu suspects sur le plan échographique, mais Mais il y a la place pour une surveillance du lobe contralatéral, même, et surtout s'il il est le siège d'une dystrophie thyroïdienne modérée. oui. D'accord. La deuxième question, toujours pareil pour les NIFT, y a-t-il une indication à un traitement par iode radioactif sur les NIFT de plus de 4 cm? C'est des tumeurs, normalement, non. Enfin, le traitement du NIFT, c'est la lobectomie. Alors après, s'il est découvert dans une thyroïdectomie totale pour une autre raison, on peut. Enfin voilà, on a eu une thyroïdectomie totale, mais non, je pense qu'il n'y a pas d'indication à une totalisation par iode radioactif. Ce Ok. sont plus des cancers, ce sont plus des cancers. C'est Magali qui vient de parler? Tout à fait. Oui. D'accord. C'est-à-dire que tu ne retiens, Magali, tu ne retiens pas d'indication d'un traitement complémentaire, même sur un NIF de plus de 4 cm de diamètre. Bah oui, parce que si la capsule, si on est sûr de son anapathe, ce ne sont pas des tumeurs cancéreuses, alors je suis d'accord que peut-être il faut les surveiller, notamment si il y a eu une lobectomie pour surveiller le lobe contralatéral, comme l'a dit Geneviève, mais pourquoi on ferait de l'iode radioactif si c'est pas D'accord. cancéreux? Et la dernière question, dans le cadre toujours pareil de la surveillance des NIFT, est-ce qu'il y a une étude ou des études qui ont comparé l'évolution des dystrophies nodulaires de la thyroïde sur le lobe restant dans le contexte d'une NIFT ou d'une autre pathologie thyroïdienne, je dirais par exemple pour un nodule toxique? Savoir s'il y a Ou plus s'il y a une évolution différente des dystrophies thyroïdiennes, des latéral d'un formations. par rapport à une lobectomie pour un autre motif. Ouais, Bah, là, l'étude que j'ai présentée a l'air de montrer ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas les risques de malignité auxquels on est habitué. Après, c'était une étude et il y avait 13 lésions. Donc, c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut. C'est peut-être un signal qui doit faire d'autres études, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse être formel. d'accord. Et pour Magali, combien de temps maintient-on les objectifs d'une TSH entre 0,5 et 2000 unités par litre chez les faibles ou très faibles risques? Alors c'est une très bonne question. Je sais que lors de l'ETA, il y avait quelqu'un qui avait proposé de le faire pendant 4 à 5 ans seulement et ensuite d'alléger. Mais à mon sens, il n'y a aucune recommandation qui valide ça, mais ça me paraît être du bon sens. D'accord, Moi, je dirais pareil. d'accord. Et la dernière question, la présence d'anticorps anti-thyroglobuline élevés modifie-t-elle les critères de surveillance de la thyroglobuline? Alors, bah, si on a des anticorps antithyroglobulines positifs, on va les surveiller, eux, comme marqueur tumoral, à la place, entre guillemets, de la thyroglobuline. OK. Mais donc, mais parfait, on a eu les questions les plus chaudes et on va donc donner maintenant la parole au docteur Myriam Latsous de Lille qui va nous faire une actualisation de la prise en charge de l'orbitopathie basodovienne ou dysthyroïdienne, qui est un sujet chaud d'actualité. Myriam, à toi. Merci Monsieur Caron et merci au laboratoire HAC de m'avoir permis d'assister à ce congrès où je vous rassure, on n'a pas bu que des spritz, mais on a aussi été très curieux, très assidus aux communications. Donc moi j'ai choisi de vous parler des actualités dans le traitement de l'orbitopathie basodovienne. Alors, vous savez, deux acteurs clés dans l'orbitopathie, dans la physiopathologie de l'orbitopathie basodovienne sont le récepteur de la TSH et le récepteur de l'IGF-1. Ils sont tous les deux exprimés à la surface des fibroblastes orbitaires. On sait qu'ils interagissent. Il y a un crosstalk entre ces deux récepteurs qui fait que le signal intracellulaire déclenché par la stimulation de l'un de ces récepteurs va être amplifié par la stimulation de l'autre récepteur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du teprotumumab en pratique courante aux États-Unis. Je vais vous parler d'autres inhibiteurs du récepteur de l'IGF-1 et je vais vous parler aussi d'autres thérapeutiques qui visent directement à réduire le titre d'anticorps antirécepteurs de la TSH. Donc ça, ce sont les deux grands essais randomisés qui ont été publiés en 2017 et en 2020, qui ont démontré l'efficacité du teprotumumab, qui est donc un anticorps monoclonal anti-récepteur de l'IGF-1,
Pour le traitement de l'orbitopathie basse-dovienne, les résultats ont été spectaculaires en termes de contrôle de l'inflammation et aussi en termes de réduction de l'exophthalmie. C'est le premier traitement qui a démontré une vraie efficacité sur la réduction de l'exophthalmie, avec, vous voyez, dans la première étude, des réductions moyennes à terme de 3 mm. 69% des patients étaient répondeurs et dans la deuxième étude, 83% des patients étaient répondeurs. Donc, ces deux études ont abouti à ce que le teprotumumab soit approuvé par la FDA aux États-Unis à partir de janvier 2020. Et il s'agit maintenant du traitement le plus utilisé en première intention comme traitement de l'orbitopathie. C'est un traitement qui a des effets indésirables puisque l'expression des récepteurs IGF-1 est ubiquitaire. Donc, si vous regardez la deuxième colonne du tableau, les effets reliés au teprotumumab, 56% des patients de ces deux études randomisées ont eu des effets indésirables. La plupart étaient minimes et modérés, mais il y a eu quand même des hyperglycémies chez 8%, ce qui se comprend étant donné le mécanisme d'action, et 5% des patients ont présenté des troubles auditifs. Donc, dans les premières études, cette proportion était très faible. Mais on a vu apparaître au fur et à mesure de l'utilisation dans la vraie vie de cette molécule de plus en plus de case reports et de petites séries rapportant des troubles auditifs avec le teprotumumab. Donc la plupart des troubles auditifs étaient bénins, c'était des sensations d'oreilles bouchées, de l'otophonie, des acouphènes. Vous voyez par exemple dans ce travail prospectif chez 27 patients, il y a eu quand même 81% de symptômes auditifs décrits. Et chez à peu près 40% de ces patients, il y avait quand même des pertes auditives avec des diminutions de la reconnaissance vocale qui n'étaient pas résolutives dans tous les cas. Il y a eu 45% de résolution complète seulement. Donc des signes quand même un peu inquiétants. Donc le docteur Shah nous a présenté une étude rétrospective observationnelle de cohorte menée de façon multicentrique aux États-Unis sur 6 centres, qui inclut 131 patients qui avaient été traités par plus de 4 perfusions de teprotumumab. Alors vous voyez ici dans la population de l'étude que cette population était assez différente de la population ultra sélectionnée des essais randomisés, puisqu'ils ont inclus des patients jusqu'à l'âge de 93 ans. Dans les études randomisées, c'était limité à 75 ou 80 ans. Vous voyez aussi que dans les essais randomisés, les patients étaient naïfs de tout traitement de l'orbitopathie basse-dovienne. En particulier, aucun patient n'avait été opéré précédemment, tandis que dans cette étude observationnelle, la moitié des patients avaient déjà eu un traitement précédemment. Ils étaient résistants soit à la corticothérapie, soit à la radiothérapie, soit à la chirurgie de décompression orbitaire. Donc voilà les résultats dans cette étude observationnelle en vie réelle, donc aux États-Unis sur 131 patients. Ce qui est rassurant, c'est que l'efficacité sur la régression de l'exophthalmie était identique à l'efficacité des essais randomisés. Donc vous voyez 77% des patients étaient répondeurs, avec une réduction moyenne de 3 mm de l'exophthalmie et une amélioration de la diplopie dans 50% des cas. Ça semble un petit peu moins bien que dans les études randomisées. Cette deuxième étude ici, toujours rétrospective, encore aux États-Unis, qui inclut 66 patients. Cette fois, c'était tous des patients résistants au traitement de première ligne, qui avaient donc eu un échec de corticothérapie, radiothérapie, autres immunomodulateurs ou de chirurgie de décompression orbitaire. Et là encore, si on prend la colonne totale, réponse totale, sur l'ensemble de la cohorte, la réponse était excellente en termes d'exophthalmie, 86%, des réductions moyennes de 3,1 mm, une excellente réponse sur le score d'activité clinique et une très bonne réponse sur la diplopie, 69%. Maintenant, ils ont regardé en sous-groupe et ils ont distingué les patients qui avaient eu une chirurgie de décompression orbitaire préalable et les patients qui n'avaient pas été opérés préalablement. Et là, ils ont constaté qu'il y avait des différences très significatives sur l'efficacité du teprotumumab, notamment sur la diplopie qui était nettement moins efficace chez les patients opérés précédemment et c'était un peu moins efficace aussi sur l'exophthalmie. Maintenant, qu'en est-il des effets indésirables en vie réelle du teprotumumab? Dans les deux premières colonnes, je vous ai remis les effets indésirables des grands essais randomisés et dans les deux suivantes sont les effets indésirables décrits dans l'étude observationnelle, donc en vie réelle. Et on voit que les effets indésirables sont beaucoup plus fréquents, 82%. Heureusement, pour la plupart, ils étaient mineurs, voire modérés. Et vous voyez, toutes les prévalences sont nettement plus élevées. 58% des patients avaient eu des crampes, asthénie, diarrhée, alopécie chez 27%. Une hyperglycémie, c'était assez semblable aux essais randomisés, 11% versus 8%. Et en revanche, en ce qui concerne les troubles auditifs, ils étaient beaucoup plus fréquents. 31% des patients avaient présenté des troubles auditifs. 16 patients dans l'étude avaient même dû arrêter leur traitement à cause des effets indésirables et c'était essentiellement les patients les plus âgés de la cohorte.
donc avec un âge qui allait jusqu'à 93 ans. Ils avaient l'impression que les patients les plus âgés présentaient plus d'effets indésirables. 7 de ces patients avaient plus de 75 ans, 3 avaient plus de 80 ans. 46% de ces effets indésirables étaient malheureusement persistants à distance de l'arrêt du teprotumumab, donc à 70 semaines. Et parmi les patients qui ont arrêté leur traitement, 6 avaient des troubles auditifs et chez 4 d'entre eux, ils étaient persistants à l'arrêt du traitement. Donc, il y a quand même quelque chose avec ces effets secondaires qui semblent quand même un peu plus importants qu'initialement décrits. Ici, je vais vous présenter un deuxième inhibiteur du récepteur de l'IGF-1, c'est le VRDN-001. C'est aussi un anticorps monoclonal. Et le docteur Douglas nous a présenté des données in vitro sur cette molécule qui reconnaît des épitopes distincts par rapport au teprotumumab. Et donc, le mode d'action semble être un peu différent. Il a étudié l'inhibition de la fixation du ligand sur le récepteur de l'IGF-1 avec ce VRDN comparé au teprotumumab. Et il a montré que l'inhibition avec le VRDN était beaucoup plus marquée qu'avec le teprotumumab. Vous voyez qu'ils ont obtenu des inhibitions de près de 100% versus seulement 50% avec le teprotumumab. Donc, on espère une efficacité supérieure avec cette nouvelle molécule. Et en effet, il nous a présenté une étude preuve de concept de phase 2 dans l'orbitopathie active qui a été menée chez 27 patients. Ils ont reçu seulement 2 perfusions à 3 semaines d'intervalle. Il y avait 4 groupes, un groupe placebo et 3 groupes traitement avec des posologies croissantes. Et vous voyez qu'en termes de réponse globale, c'est-à-dire réduction de l'exophtalmie plus de 2 mm et réduction du score d'activité clinique de plus de 2 points, la réponse de l'ensemble des patients qui ont reçu le traitement était très bonne, 67% de réponse. Et ça allait jusqu'à 83% chez les patients qui ont reçu la dose intermédiaire de 10 mg/kg. Les réductions d'exophtalmie étaient de plus de 2 mm. Vous voyez que le score d'activité clinique a baissé de 4 points en seulement 2 injections. Et ils ont observé une résolution complète de la diplopie chez 54% des patients qui ont reçu le traitement, jusqu'à 75% de réduction, de résolution complète chez les patients qui ont reçu les posologies les plus fortes. Ici, c'est la même étude, mais représentée en termes individuels. Donc, vous voyez la réponse de l'exophtalmie à gauche au Hertel était variable entre 1 et 5 mm. 5 mm, c'est vraiment considérable comme réponse. Ils ont les mêmes résultats en regardant sur l'imagerie scanner et IRM. Vous avez une illustration d'une patiente qui a très bien répondu cliniquement, et ils ont observé que la tolérance était très satisfaisante, proche de celle du teprotumumab, avec seulement 2 hypoacousies résolutives. Ils l'ont testé aussi dans l'orbitopathie chronique chez 12 patients et les résultats étaient très encourageants. Actuellement, il y a 2 études de phase 3 en cours avec cette molécule et ils sont en train de développer une molécule de nouvelle génération à demi-vie plus longue qui pourrait être administrée par voie sous-cutanée toutes les 4 semaines, donc à domicile. Dernier inhibiteur du récepteur de l'IGF-1, c'est le lenzitinib. C'est une petite molécule qui inhibe l'activité tyrosine kinase du récepteur de l'IGF-1 et donc ce n'est pas un anticorps monoclonal. L'intérêt, c'est que c'est un comprimé qui se donne donc par voie orale en 2 prises par jour. Cette molécule a déjà été utilisée en oncologie, enfin testée en tout cas, chez 800 patients. Elle a un excellent profil de sécurité et donc il y a déjà un essai clinique en cours chez l'homme dans l'orbitopathie basedovienne active dont on n'a pas encore les résultats. Cette molécule n'avait pas encore été testée de façon expérimentale dans l'orbitopathie. Donc, le docteur Gulbins nous a présenté les travaux de son équipe qui a développé un modèle murin d'orbitopathie. Donc, vous voyez, les souris ont été immunisées avec de la sous-unité alpha du récepteur de la TSH et ensuite, elles ont été traitées par le lenzitinib, soit en phase précoce au moment de la fin de l'immunisation, soit en phase plus tardive. Et ils ont regardé ce qui se passait dans l'orbite. Donc, je vous montre certains des résultats qu'elle nous a présentés. Donc, sur ce premier graphique, vous avez l'infiltration orbitaire par les lymphocytes CD3+. Donc, les premiers plots, c'est les souris contrôle. En deuxième, vous avez les souris immunisées en phase précoce. Il y a une augmentation de l'infiltration par les lymphocytes T. Les souris immunisées en phase tardive, TSHR late, pareil, il y a une augmentation de cette infiltration. Et cette augmentation de l'infiltration a été complètement inhibée par le traitement par lenzitinib, que ce soit en phase précoce ou en phase tardive. Pareil, ils ont regardé la formation du tissu adipeux brun dans les orbites de ces souris immunisées. Et donc, ils ont vu que chez les souris immunisées, il y avait une augmentation de la formation du tissu adipeux brun qui était complètement inhibée par le traitement par lenzitinib. Ensuite, ils ont fait des IRM orbitaires à ces souris et ils ont regardé le signal T2 des muscles oculomoteurs, sachant que l'hypersignal T2 au niveau de ces muscles oculomoteurs traduit l'infiltration œdémateuse et donc l'inflammation musculaire.
Donc, ils ont montré que les souris immunisées présentaient un hypersignal T2 au niveau de ces muscles oculomoteurs et que le traitement par le lenzitinib inhibait complètement cet hypersignal T2. Enfin, ils sont allés regarder ce qui se passait directement au niveau de la moelle osseuse avec cette molécule et ils ont pu montrer que l'enzitinib stimulait une enzyme qui s'appelle l'arginase, qui dégrade l'arginine. Or, l'arginine, c'est un acide aminé qui stimule l'activation des lymphocytes TCD4 au niveau de la moelle osseuse. Et donc, en donnant de l'enzitinib, on bloque cette activation des lymphocytes TCD4. Donc, c'est une autre cible d'action de cette molécule. En plus de l'action directe sur l'orbite, elle agirait déjà dès la moelle osseuse, donc une molécule très prometteuse. Enfin, une autre cible pour l'action des thérapeutiques contre l'orbitopathie basse-dovienne, ce sont les récepteurs néonataux FT. Et je vais vous présenter une étude avec le batoclimab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre ces récepteurs néonataux. Ces récepteurs néonataux FcRn se lient aux IgG. Or, les anticorps antirécepteurs et TSH sont des IgG. Et en se liant à ces anticorps, ils permettent leur recyclage à la surface cellulaire en empêchant leur dégradation dans les lysosomes. Le batoclimab, en se liant à ces récepteurs FcRn, va empêcher la fixation des IgG sur les récepteurs et donc réduire leur recyclage à la surface cellulaire et augmenter leur dégradation dans le lysosome. C'est un traitement qui a été développé dans la myasthénie initialement avec de bons résultats et donc l'idée c'est de l'utiliser à la fois pour le traitement de l'hyperthyroïdie et pour le traitement de l'orbitopathie basse-dovienne. Donc Georges Kahaly nous a présenté les résultats d'une étude qui a comparé 4 groupes, donc un groupe placebo et des groupes de patients traités par des doses croissantes de batoclimab. L'étude devait durer 12 semaines, c'était une injection par semaine. Malheureusement, elle a dû être arrêtée de façon prématurée, je vous dirai pourquoi. Et donc, seuls 44 patients ont pu recevoir les 12 injections au lieu des 77 prévues. Mais on voit déjà sur la courbe en dessous que le batoclimab permet de réduire de façon très significative et dose dépendante le titre des anticorps antirécepteurs TSH circulants. Et sur le plan clinique, ils ont déjà pu montrer que la proportion de patients répondeurs, c'est-à-dire qui présentaient une réduction de plus de 2 mm d'exophtalmie, était plus importante chez les patients traités par batoclimab en comparaison avec le groupe placebo. Alors, ce n'était pas significatif parce que l'effectif était insuffisant, mais les résultats sont en tout cas prometteurs. Et vous voyez ici le résultat en image avec une réduction du volume musculaire au niveau du scanner. Alors, l'étude a dû être interrompue parce qu'ils ont observé des augmentations très franches du LDL cholestérol sous batoclimab, jusqu'à 59%. Heureusement, ces élévations étaient réversibles. Alors, on pense que ces élévations sont liées à la baisse de l'albumine qui est aussi recyclée par les FcRn. Heureusement, elles régressent à l'arrêt du traitement et elles seraient sans doute contrôlables par une statine. Il n'y a pas eu d'autres effets indésirables significatifs. Donc, il y a 2 études de phase 3 actuellement en préparation avec le batoclimab. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a actuellement des évolutions majeures dans le traitement de l'orbitopathie basse-dovienne, avec un changement de paradigme lié à l'apparition d'immunomodulateurs à action ciblée. Le teprotumumab confirme son efficacité en première et en deuxième ligne, mais les effets indésirables sont plus fréquents en vie réelle que ce rapporté initialement, en particulier chez les sujets les plus âgés, notamment les troubles auditifs. Donc, il faut les surveiller systématiquement sur le plan de l'audiogramme. On attend une autorisation européenne pour ce médicament. On espère qu'elle pourra arriver dans les mois à venir et on espère par la suite en France. D'autres molécules semblent prometteuses qui ciblent également le récepteur de l'IGF-1, on l'a vu. Et enfin, il y a sans doute d'autres cibles, par exemple les FcRn, avec le batoclimab et d'autres molécules concurrentes. Donc, c'est un domaine en pleine expansion. C'est une affaire à suivre. Je vous remercie pour votre attention. Merci Myriam. Et donc, pour ne pas perdre de temps, on va donner la parole au docteur Solange Brunel-Val de Toulouse, qui va nous faire une mise au point sur les syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes. Solange, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de maladies beaucoup plus rares que sont les résistances aux hormones thyroïdiennes. Donc, en introduction, un résumé de la régulation et de l'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes vont être synthétisées sous l'influence de la TSH et de la TRH. La thyroïde va fabriquer principalement de la T4 libre et dans une moindre mesure de la T3 libre qui vont être versées dans la circulation sanguine et ensuite rentrer dans leur tissu cible par des transporteurs membranaires.
Dans la cellule, la T4 libre va être métabolisée en T3 libre par les désiodases. La T3 libre va pénétrer dans le noyau de la cellule pour activer son récepteur nucléaire et générer une augmentation ou une diminution de la transcription de certains gènes. On va parler de 3 résistances aux hormones thyroïdiennes. Tout d'abord, les résistances qui sont liées à des anomalies des récepteurs nucléaires aux hormones thyroïdiennes. Et puis, dans un deuxième temps, les résistances liées à des anomalies des transporteurs membranaires. Par exemple, on parlera de MCT8. Les résistances TR-alpha, donc il y a 2 récepteurs aux hormones thyroïdiennes. TR-alpha est principalement présent dans le muscle, le squelette, le tube digestif, le cœur et est présent aussi dans le cerveau. La première description d'une petite fille de 6 ans atteinte de cette résistance TR-bêta a été faite dans le New England en 2012. Il s'agissait d'une fillette qui avait un retard de croissance disharmonieux, avec une constipation et un ralentissement du transit très important et un retard mental. Biologiquement, on associait une T3 libre augmentée, une T4 libre basse et une TSH dans les valeurs hautes. On nous a donné des nouvelles de cette jeune fille qui est maintenant âgée de 18 ans et qui est traitée depuis 12 ans par de fortes doses de lévothyroxine. Vous voyez qu'elle est actuellement traitée par 3,8 microgrammes kilo, ce qui a entraîné une augmentation importante de la T4 libre et de la T3 libre, une TSH complètement indosable. Et ce, malgré une SHBG normale et l'absence de thyrotoxicose, comme vous voyez ici sur la fréquence cardiaque, qui n'a pas varié entre 2011 et 2023. Ce traitement a permis d'améliorer la masse maigre, de normaliser la dépense énergétique de repos, une amélioration saturale puisqu'elle est passée de moins 3 ds à moins 0,6 ds. Malheureusement, aucune efficacité sur les déficits neurologiques. Luca Persani, qui nous accueillait à l'ETA à Milan cette année, nous a présenté des recommandations en cours de rédaction par l'ETA sur le traitement de ces résistances TR-alpha. Il recommande d'introduire un traitement par lévothyroxine à forte dose au long cours. Chez les enfants, de vérifier l'absence de déficit somatotrope. Il ne se prononce pas pour ou contre un traitement par LT3. Pour adapter les doses, la SHBG pourrait être une aide et il est probable qu'il faille continuer le traitement au cours de la grossesse, mais il n'y a bien sûr pas de données là-dessus. Une maladie plus fréquente, la résistance TR-bêta, plus de 3000 patients décrits. Ces patients vont être diagnostiqués devant un goitre, des troubles cardiaques, une hyperactivité ou des troubles de l'attention, des symptômes psychiatriques et le plus souvent, ce sont des patients asymptomatiques chez qui on va suspecter le diagnostic, soit dans le cadre d'une enquête familiale d'un apparenté muté, soit devant une difficulté à normaliser la TSH chez un patient qui est hypothyroïdien et malgré de fortes doses de lévothyroxine, soit devant un bilan thyroïdien évocateur avec une TSH normale ou augmentée avec des hormones thyroïdiennes, elles aussi dans les valeurs hautes et donc inappropriées. Le traitement repose sur les symptômes, donc pas de traitement si le patient est asymptomatique. Le plus souvent, s'ils sont symptomatiques, on se contentera d'un traitement par bêta-bloquant. Certains patients nécessitent du triac et il est recommandé de surveiller le risque osseux et cardiovasculaire. Il peut y avoir chez ces patients mutés TR-bêta une hypothyroïdie, soit dans les suites d'une thyroïdectomie, soit par thyroïdite auto-immune.
En effet, dans cette étude, ils ont regardé la présence d'une auto-immunité thyroïdienne chez 63 patients mutés TR-bêta et chez 25 de leurs apparentés non mutés. Et on observe chez les hommes plus de 40% soit d'anticorps anti-TPO, soit d'anticorps anti-thyroglobuline, alors qu'aucun des apparentés non mutés ne présentait d'auto-immunité. Toujours Luca Persiani nous a présenté les recommandations en cours de rédaction par l'ETA sur le traitement de ces patients qui ont une résistance TR-bêta et une hypothyroïdie. Le traitement repose sur la lévothyroxine et doit avoir pour objectif de restaurer les valeurs du bilan initial. Généralement, il faut pour cela obtenir des hormones thyroïdiennes dans les limites hautes de la normale. Si elles sont normales, il faut évoquer un sous-traitement. Si le diagnostic de résistance aux hormones thyroïdiennes n'était pas fait avant la thyroïdectomie, dans ces cas-là, on ne possède pas toujours le bilan initial et il faut viser les valeurs des apparentés mutées, donc de la même famille. On peut aussi céder de la SHBG. Pour finir, le déficit en MCT8, maladie plus rare, plus de 300 patients décrits actuellement. Ce syndrome d'Allan-Herndon-Dudley associe une hypothyroïdie cérébrale avec un déficit cognitif sévère. C'est des patients qui sont non-verbaux, qui vont avoir une hypotonie proximale importante et donc le plus souvent, ils seront incapables de marcher, une spasticité, une épilepsie, une dysmorphie faciale, une TSH élevée par résistance hypophysaire et une thyrotoxicose périphérique avec maigreur, amyotrophie, tachycardie, hypertension chez environ 30% d'entre eux et sueur. Seuls les hommes sont atteints. Biologiquement, on retrouvera une T4 libre basse, une T3 libre augmentée et une TSH dans les valeurs hautes. Ce syndrome a été décrit pour la première fois dans les années 40, mieux caractérisé dans les années 90, mais ce n'est qu'en 2004 qu'a été identifiée la cause, et donc une mutation du gène SLC16A2 qui code pour la protéine MCT8 au niveau du chromosome X. De nombreuses mutations ont été décrites. Donc, ce transporteur membranaire aux hormones thyroïdiennes est présent dans de nombreux tissus, mais c'est le seul transporteur présent dans certaines cellules cérébrales. Ce qui va expliquer que dans le cerveau, les hormones thyroïdiennes ne peuvent pas rentrer dans les cellules et donc il y a une hypothyroïdie au niveau cérébral, alors que dans les autres tissus où il y a d'autres transporteurs membranaires, les hormones thyroïdiennes peuvent pénétrer et entraîner une thyrotoxicose. Cela est un peu différent chez la souris, puisque contrairement à l'homme, les cellules cérébrales de la souris possèdent deux transporteurs transmembranaires, MCT8 et OATP1C1. Pour obtenir des souris avec le même phénotype que nos patients, il faut donc obtenir des souris double KO, soit MCT8 et OATP1C1, soit MCT8 et DIO2, ce qui empêchera la conversion de la T4 libre en T3 libre. Trois pistes thérapeutiques sont actuellement à l'étude. Tout d'abord, les protéines chaperones. Ce sont des protéines qui vont permettre, chez les patients qui ont un transporteur MCT8 présent, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'à la membrane cellulaire, ces protéines chaperones vont aider justement au positionnement de ce transporteur sur la membrane. Ça ne marche donc pas chez tous les patients. Je vais détailler ce traitement qui n'a pas été abordé à l'ETA. Une deuxième piste, ce sont les analogues des hormones thyroïdiennes. L'objectif, c'est de trouver des analogues qui arrivent à passer la barrière cérébrale sans dépendre de MCT8 et donc aller activer le récepteur aux hormones thyroïdiennes de ces cellules cérébrales et corriger les anomalies neurologiques. Deux analogues sont étudiés. Tout d'abord, le TRIAC. Donc, le TRIAC a été étudié chez des souris double KO, MCT8 et OATP1C1, traités très précocement dans les 3 premières semaines de vie. Et on observe chez ces souris une correction des anomalies du cervelet, une amélioration de la myélinisation cérébrale, une diminution de l'ATSH chez ces souris. Donc, celles qui sont traitées par TRIAC, c'est celles qui ont un T.
par rapport aux souris KO non traitées et une amélioration des performances neurologiques et musculaires avec des tests où les souris sont soit attachées suspendues à des fils, soit sont dans des roues, ils les font courir. Et donc, les souris traitées par Triac, ce sont celles qui sont en gris, que vous voyez ici ou ici, et qui rejoignent les performances des souris non mutées en blanc ici ou ici. Le Triac a été aussi testé chez l'homme. Alors, ça a été testé plus tardivement puisqu'ils étaient âgés en moyenne de 7 ans. Et cela a permis d'améliorer la thyrotoxicose avec une diminution de la T3-lip, de la T4-lip, de la TSH, une amélioration du poids, des fonctions motrices et une diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Cet essai a été confirmé sur un second essai sur un plus grand nombre de patients pendant 2 ans avec les mêmes résultats. En revanche, il n'y avait pas d'amélioration des troubles neurologiques. Un autre analogue des hormones thyroïdiennes, c'est le sobetirome et surtout sa prodrogue SOB-AM2 qui n'est active que dans le cerveau. Donc, ça, c'est une étude chez la souris où ils ont traité des femelles enceintes de fœtus masculins double KO MCT8 et DIO2. On observe que les souris qui ont été traitées par sobetirome présentent une thyrotoxicose avec une perte de poids et des fausses couches. En revanche, lorsqu'on utilise la prodrogue SOB-AM2, il n'y a pas de thyrotoxicose maternelle. Le bilan thyroïdien est celui des souris non mutées et cela aboutit à des fœtus viables. Si on étudie l'effet chez le fœtus, on observe qu'il y a une augmentation de la transcription de gènes T3 libres dépendantes, à la fois dans le cerveau et dans le foie. Cette étude montre donc que cette prodrogue passe la barrière placentaire, passe la barrière hémato-encéphalique et entraîne des effets thyromimétiques. Dernière piste thérapeutique, c'est la thérapie génique. Le principe, c'est d'injecter de l'ADN de MCT8 humain grâce à un vecteur. Et cela a été testé dans 2 études chez la souris. Une première étude en 2016, preuve de concept. On voit que l'injection d'ADN humain de MCT8 permet chez les souris traitées par voie intraveineuse de restaurer l'expression de MCT8 identique aux souris non mutées. En revanche, lorsqu'on injecte directement en intracérébral, il n'y a pas de MCT8. Ce traitement permet aussi d'augmenter la concentration de T3 libres dans le cervelet des souris chez qui l'ADN a été injecté par voie intraveineuse par rapport aux souris KO non traitées. Une deuxième étude, toujours chez la souris, a permis d'étudier notamment le comportement de ces souris et on voit une amélioration des performances motrices, des performances cognitives, avec une augmentation des taux de T3 dans le thalamus, dans l'hippocampe et dans le cortex. En conclusion, les résistances TR-alpha sont rares. Le traitement repose sur la lévothyroxine, permet d'améliorer les troubles digestifs et squelettiques, mais pas les troubles neurologiques. Les résistances TR-bêta sont plus fréquentes. Le traitement est le plus souvent symptomatique. Lorsqu'il est associé à une hypothyroïdie, l'objectif est de restaurer le bilan thyroïdien antérieur ou celui d'apparenté muté. Les déficits en MCT8 sont responsables du syndrome d'Allan-Hernon-Dudley qui associe des signes de thyrotoxicose périphérique et d'hypothyroïdie centrale. Aucun traitement ne permet actuellement de corriger ces symptômes chez l'homme. Le Triac chez l'homme permet de corriger la thyrotoxicose périphérique. La prodrogue SOB-AM2 permet chez la souris un traitement dès la vie fœtale avec un effet thyromimétique intracérébral et donc prometteuse, tout comme la thérapie génique qui permet chez la souris de restaurer l'expression cérébrale de MCT8 ainsi que les taux de T3 libres et l'expression des gènes dépendants de la T3 intracérébrale et ainsi améliorer les performances neurocognitives. Et pour finir, je voudrais rappeler quand même que ces bilans thyroïdiens évocateurs de résistance aux hormones thyroïdiennes
doivent d'abord faire évoquer un problème analytique et qu'il donc faut refaire le bilan, car les problèmes de dosage et les problèmes analytiques sont beaucoup plus fréquents que ces résistances aux hormones thyroïdiennes. Merci, docteur Grunenwald. Et donc, je vais prendre la parole pour le dernier exposé on pourrait définir comme thyroïde et grossesse. Et la première partie de la communication, c'est basé sur la communication orale du professeur Okossian sur les effets des antithyroïdes de synthèse au cours de la grossesse. Et comme vous le savez, les antithyroïdes de synthèse peuvent être responsables à la fois de complications sur le versant maternel et sur le versant fœtal. Sur le plan maternel, il y a bien sûr les manifestations bien classiques, l'éruption urticarienne, les apraxies, les agranulocytoses, et en cas de surdosage, une hypothyroïdie maternelle, et du fait d'un transfert transplacentaire, sur le plan fœtal, on peut avoir d'une part une hypothyroïdie fœtale et d'autre part des malformations congénitales. Et dans cette méta-analyse qui a été réalisée récemment, on voit que après un traitement par les antithyroïdes de synthèse pendant la grossesse, les malformations congénitales sont rares, de l'ordre de 4 à 10% pour le carbimazole, méthimazole, et le propyltiuracil de 2 à 8%. Ces complications, ces malformations congénitales sont plus fréquentes au cours du traitement par le carbimazole et le méthimazole qu'après le propyltiuracil. Et d'autre part, cette méta-analyse publiée en 2002 a confirmé que les malformations congénitales au cours du traitement par les antithyroïdes de synthèse au cours de la grossesse étaient plus importantes avec le carbimazole et le méthimazole qu'après le propyltiuracil. En effet, dans cette méta-analyse portant sur les observations de 1988 à 2021, on voit que les malformations congénitales sont plus fréquentes avec le carbimazole et le méthimazole qu'avec un traitement par le propyltiuracil. Et par ailleurs, outre la fréquence, on voit que dans les revues de la littérature les plus récentes, les malformations congénitales au cours du traitement par les antithyroïdes de synthèse pendant la grossesse sont plus sévères après un traitement par le carbimazole, méthimazole, avec l'atrésie des couanes ou de l'œsophage, des anomalies du canal omphalo-mésentérique, un emphalocèle, des malformations cardiaques, tout ceci synthétisé dans le cadre de l'embryopathie aux ATS par rapport aux malformations observées après le propyltiuracil, qui sont surtout marquées par des malformations du visage et du cou et des malformations urologiques. Par ailleurs, pour la prise en charge de l'hyperthyroïdie au cours de la grossesse, on doit garder à l'esprit, après le travail de Peter Lorber, qu'il existe une sensibilité maximale aux antithyroïdes de synthèse au cours de la grossesse, et ceci entre la 6e et la 10e semaine de grossesse. C'est ainsi que chez les patients qui sont connus pour avoir une thyrotoxicose ou une hyperthyroïdie et qui ont bénéficié d'un traitement par les antithyroïdes de synthèse et qui vont soit envisager une grossesse ou qui débutent une grossesse, il est nécessaire d'avoir une évaluation du risque de thyrotoxicose pendant la grossesse basée sur la sévérité initiale de la thyrotoxicose, l'activité actuelle de l'hyperthyroïdie, la notion d'un traitement et de la posologie des antithyroïdes de synthèse, et une connaissance précise de la dernière TSH et du dernier taux des anticorps antirécepteurs de la TSH. Et si cette évaluation est en faveur d'une rémission probable ou d'un faible risque de récidive, on peut proposer à ces patientes un arrêt du traitement et une surveillance hormonale
régulière, je dirais mensuelle pendant le premier trimestre. Par contre, un risque important de récidive doit imposer la poursuite d'un traitement par ATS sous forme de propyltiuracil. Et au COSIEM nous a posé 3 questions que j'ai synthétisées dans les diapositives suivantes. Une patiente âgée de 22 ans qui présente une thyrotoxicose clinique au cours d'une maladie de base d'eau et qui envisage une grossesse dans les 12 mois à venir. Quel est l'antithyroïde de synthèse que vous préconisez chez ces patientes? Eh bien, plus de 80% des réponses étaient en faveur d'un traitement par le propyltiuracil, qui représente donc le traitement par antithyroïde de synthèse en préconceptionnel. Si la patiente a un test de grossesse positif, alors qu'elle poursuit un traitement par le carbimazole à 2 posologies, 10 ou 30 mg, quelle est l'attitude? Il est certain que si la posologie de carbimazole est faible, un certain pourcentage de patients vont pouvoir arrêter le traitement par ATS et envisager une surveillance régulière de la fonction thyroïdienne. Sinon, près de 80% des réponses retrouvaient le changement du carbimazole pour le propyltiuracil. Et lorsque la patiente était traitée par une forte dose de carbimazole de l'ordre de 30 mg par jour, la majorité des réponses étaient en faveur d'un changement du traitement du carbimazole par le propyltiuracil et peu de réponses étaient en faveur d'un arrêt du traitement. Enfin, la 3e question, c'était si le traitement antithyroïdien avait été changé par le propyltiuracil au diagnostic de la grossesse, quel antithyroïde de synthèse prescrivez-vous pour la 2e moitié de la grossesse si le traitement médical doit être poursuivi? Et là, il y a 2 possibilités, soit continuer le propyltiuracil, soit revenir à un traitement par le carbimazole. Et je vous rappelle qu'on n'a pas d'équivalent dose dans le traitement par le propyltiuracil ou par le carbimazole. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur les antithyroïdes de synthèse au cours de la grossesse. On doit garder à l'esprit que ces médications peuvent traversent la barrière placentaire et peuvent donc être responsables d'hypothyroïdie fœtale et néonatale transitoire avec la nécessité de la surveillance de la fonction thyroïdienne au cours de la grossesse et de la période néonatale et qu'il y a un risque de malformation congénitale, certes rare, qui doivent faire discuter l'intérêt d'un traitement de l'hyperthyroïdie avant la grossesse, la possibilité d'un arrêt du traitement antithyroïdien avant ou au diagnostic de la grossesse, et si l'état thyroïdien impose la poursuite d'un traitement par les antithyroïdes de synthèse, c'est la dose minimale de propyltiuracil qui doit être prescrite pendant le 1er trimestre de la grossesse. La 2e communication que j'ai retenue du congrès de l'ETA 2023 est celle sur l'hypothyroïdie subclinique au cours de la grossesse faite par le docteur Blidal. Et je vous rappelle, et ceci est un élément très important, c'est l'évolution des valeurs de référence de la TSH au cours de la grossesse et en particulier au cours du 1er trimestre de gestation. Comme vous pouvez le voir, à partir de 2017, la borne supérieure de la valeur de la TSH a nettement augmenté. Elle était de l'ordre de 2,5 milliunités par litre sur les recommandations de l'ATA et de l'ETA de 2011 et 2014 respectivement. Et depuis les recommandations de l'American Thyroid Association de 2017, la borne supérieure est à 4 milliunités par litre. On peut également, selon les auteurs et les références, envisager la limite supérieure de la normale en l'absence de grossesse et diminuer de 0,5 milliunités par litre, ou plus encore, avoir des valeurs de référence spécifiques pour chaque laboratoire, pour chaque technique de dosage au cours de chaque trimestre de gestation. À noter que pour la France, les
les travaux récemment publiés de l'HAS retiennent des valeurs de TSH au cours du premier trimestre de la grossesse entre 0,1 et 4000 unités par litre. Le docteur Blidal a insisté sur la fréquence du risque d'hypothyroïdie chez les patientes qui avaient une dysthyroïdie auto-immune asymptomatique. Et ceci est basé sur les travaux de Daniel Guilloer qui, malgré le fait d'une tolérance immunologique qui fait diminuer le taux des anticorps anti-thyroperoxydase pendant la grossesse, on voit que le pourcentage de TSH supérieur à 3000 unités par litre augmente avec la grossesse, de telle sorte que l'on peut dire qu'il existe une augmentation du nombre d'hypothyroïdies subcliniques au cours de la grossesse chez les patientes qui présentent une thyroïdite auto-immune. Un élément important, c'est de comparer les valeurs de TSH en fonction des techniques de dosage et des références de dosage de la TSH. Et dans une cohorte importante de plus de 52 000 grosses patientes enceintes, un dosage de la TSH spécifique du premier trimestre de la grossesse avait permis de porter le diagnostic d'hypothyroïdie subclinique dans 2,4%, soit 1265 femmes. Et comme vous pouvez le voir, ce nombre de patientes qui étaient retenues comme présentant une hypothyroïdie subclinique est variable selon la limite supérieure de la valeur de TSH, et pour une valeur limite supérieure de la TSH à 4000 unités par litre, plus de 43% de ces patientes qui présentent une hypothyroïdie subclinique étaient considérées comme euthyroïdiennes, et de même, des résultats comparables étaient obtenus si l'on prenait une valeur de la TSH, borne supérieure, diminuée de 0,5 milliunités par litre. C'est insister donc et c'est rappeler la nécessité d'avoir des dosages spécifiques de la TSH au cours de la grossesse, en particulier au premier trimestre de la grossesse pour des populations données et avec des trousses de dosage spécifiques. Alors, quelles sont les complications de l'hypothyroïdie subclinique au cours de la grossesse? Et plusieurs travaux ont été rappelés par le docteur Blidal à l'ETA. La première, c'est la fréquence de la prééclampsie, le risque de prééclampsie est augmenté chez les patientes qui présentent une hypothyroïdie subclinique, et ceci est montré dans cette méta-analyse, et surtout on voit que l'association entre le taux de TSH et le risque de prééclampsie est en forme de U vers le haut, est en forme de U, avec un risque de prééclampsie plus important lorsque la TSH est soit diminuée, soit augmentée. Quel est également le risque de fausse couche chez les patientes qui présentent une hypothyroïdie subclinique au cours des 20 premières semaines de gestation? Et ces méta-analyses qui ont été réalisées retrouvent une hypothyroïdie subclinique, en particulier diagnostiquée dans la première moitié de la grossesse, qui entraîne une augmentation de risque de fausse couche, alors qu'un traitement par la lévothyroxine diminue la fréquence de celle-ci. Quels sont les résultats de cette méta-analyse qui a été publiée par Maraca en 2017 dans le BMJ sur une population importante? Cet auteur mettait en évidence qu'une hypothyroïdie subclinique traitée voyez le nombre de fausses couches diminuer, surtout si la TSH était supérieure à 4000 unités par litre. Par contre, le traitement par lévothyroxine pouvait être, s'il n'était pas bien monitorisé, je dirais, être associé à un risque de prématurité, de diabète gestationnel et de prééclampsie. De façon récente également, dans ce travail de 2019, Rao retrouvait chez les femmes ayant une hypothyroïdie subclinique, le traitement par la lévothyroxine diminuait les fausses couches et la prématurité
en cas de grossesse spontanée chez les femmes qui avaient une auto-immunité thyroïdienne, une thyroïdite chronique, et les fausses couches étaient également diminuées dans le contexte d'une procréation médicale assistée. Au cours de la grossesse, le traitement par la lévothyroxine pour une hypothyroïdie subclinique ne diminue pas les accouchements prématurés si le diagnostic est fait sur une TSH supérieure à 2,5 millunités par litre, mais par contre a un effet bénéfique sur la prématurité si la TSH est supérieure à 4 milliunités par litre. À côté de ces complications maternelles liées à l'hypothyroïdie subclinique, on retrouve bien sûr, et tout le monde connaît ces travaux, des deux études de John Lazarus et de Kasai sur le retentissement de l'hypothyroïdie subclinique et ses conséquences néonatales lorsqu'elles sont traitées par lévothyroxine. Et comme vous le savez, ces deux études ne montrent pas d'effet bénéfice du traitement par la lévothyroxine lorsque le traitement est instauré à 13 et 17 semaines d'aménorrhée, en particulier sur le quotient intellectuel des enfants, mais ces résultats doivent être discutés en fonction de plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'âge gestationnel à partir duquel le traitement par la lévothyroxine a été instauré, 13 semaines d'aménorrhée dans l'étude de John Lazarus, 17 semaines dans l'étude de Kasai. Deuxièmement, les critères qui ont été retenus pour évaluer le retentissement neuropsychologique de l'hypothyroïdie chez les enfants, avec essentiellement le quotient intellectuel qui, pour les neuropédiatres, n'est probablement pas le meilleur paramètre pour évaluer le développement neurocognitif de ces enfants. Et enfin, la dose de lévothyroxine, et en particulier dans le travail de John Lazarus, une posologie de 150 microgrammes qui avait été prescrite chez ces enfants. Donc, en synthèse, le docteur Blida a rappelé la prévalence de l'hypothyroïdie subclinique au cours de la grossesse, fonction des populations étudiées, des valeurs de référence, que l'hypothyroïdie subclinique est associée à des complications maternelles, obstétricales et fétales, que chez les patientes qui présentent une hypothyroïdie subclinique, le traitement par la lévothyroxine a des résultats variables sur les conséquences maternelles et fétales, et que les résultats sont plus significatifs, je dirais, lorsque l'hypothyroïdie est définie par une TSH supérieure à 4 milliunités par litre, et qu'en l'absence d'un bon monitorage de traitement par la lévothyroxine, le risque d'une thyrotoxicose iatrogène est augmenté si le diagnostic est fait pour une TSH supérieure à 2,5 milliunités par litre. Voilà, et donc nous avons encore le temps de quelques questions. Alors, les premières questions sont des questions qui ont été posées après la communication de Myriam Latsous, et les auteurs, quelle est la position que Myriam tu as pour la nécessité, par exemple, d'un bilan auditif au cours du traitement par le TPRO, et est-ce qu'il y a une population à risque pour les effets secondaires, en particulier auditifs, au cours de ce traitement par le TPRO? Oui, alors vous savez que le teprotumumab n'est pas disponible en France, sauf demande d'accès précoce. Mais néanmoins, aux États-Unis, maintenant, ils préconisent de faire systématiquement un audiogramme idéalement avant le début du traitement ou en tout début de traitement, et après périodiquement. Normalement, le traitement, c'est 8 perfusions à 3 semaines d'intervalle. Ils recommandent de faire un audiogramme en milieu de traitement et en fin de traitement. Alors, ce n'est pas des recommandations officielles, c'est de la pratique clinique des équipes qui l'utilisent beaucoup. Nous, on participe à un essai clinique ici en France. Ils ont rajouté les audiogrammes systématiques maintenant. Et oui, je pense que c'est bien d'avoir une baseline parce qu'après, on est embêté pour interpréter les audiogrammes intermédiaires. Donc, avant le début du traitement, c'est sûr. Et après, au milieu de traitement systématique ou si les patients sont symptomatiques, ça, c'est à discuter.
c'est pas encore bien établi. Et en tout cas, en fin de traitement, oui, pour voir s'il y a une conséquence. Après, les patients les plus à risque, donc l'étude américaine a montré que c'était les patients les plus âgés. Tout à fait. Les baisses d'audition, elles portent surtout sur les aigus. Donc, elles ne sont pas toujours détectées cliniquement. C'est pour ça qu'il y a une discordance aussi en termes de prévalence de baisse auditive, parce que tout dépend si elles ont été recherchées systématiquement par audiogramme ou si c'est que du déclaratif. Mais en tout cas, ça semble être les patients plus âgés et les patients qui ont déjà un trouble auditif initial. Myriam, est-ce que tu as une idée du mécanisme de l'atteinte de l'audition au cours du traitement par le T-Pro? Est-ce que, par exemple, c'est un mécanisme auto-immun ou c'est toxique Ça directement? semble être vraiment un mécanisme au niveau. Alors, il y a deux choses. D'abord, un effet sur la trompe de Stache qui a été observé. Il y a ce qu'on appelle notamment des béances tubaires, donc des élargissements de la trompe de Stache qui pourraient être dus à une diminution des tissus sous-cutanés. Ça est observé, hein. Il y a des effets indésirables cutanéo-muqueux, enfin cutanés et au niveau des phanères qui sont assez fréquents. Et il y a une équipe qui avait retrouvé donc un aspect d'atrophie des tissus sous-cutanés au niveau de la trompe de Stache, une béance tubaire, et donc des difficultés d'équilibre des pressions. Donc ça, c'est pour tous les symptômes de type sensation d'oreille bouchée, autophonie qui sont assez fréquents. Après, sur les symptômes de baisse d'audition, le récepteur l'IGF-1 et l'IGF-1 sont très impliqués dans le maintien de la fonction auditive, donc au niveau de l'oreille interne. Il y a notamment des essais qui sont faits avec des traitements, des agonistes du récepteur l'IGF-1 dans les surdités brusques d'origine traumatique, par exemple, et les souris qui sont KO pour le récepteur l'IGF-1 développent une surdité. Donc, il y a aussi un effet central, donc probablement des effets multiples. Ok. Euh, deux questions brèves. La première, est-ce que tu considères qu'il y a une place du T-Pro en première intention dans le cadre de la prise en charge de l'orbitopathie basedovienne active et sévère? Oui, non? C'est le traitement le plus efficace, donc idéalement, oui, si on le pouvait, mais on ne peut pas. Donc, aux D'accord. États-Unis, maintenant, très clairement, c'est le traitement donné en première intention. Ça, les études le montrent, ouais. D'accord. La deuxième question, est-ce qu'il y a la place pour un traitement par corticoïde, faible dose Péros, associé aux antithyroïdes de synthèse chez une patiente ou un patient qui a une orbitopathie basedovienne? C'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement, parce que très clairement, ça a été démontré que les corticoïdes IV sont plus efficaces que la corticothérapie orale. Il y a des effets secondaires aussi avec la corticothérapie orale. En tout cas, faible dose, non. Si on met une corticothérapie orale, c'est des fortes doses et on décroît rapidement. Il faut mettre une dose d'attaque, au moins 1 mg kilo, voire 80 ou 100 mg d'emblée. Mettre une toute petite dose filée, ça ne sert à rien. OK. Solange, une question. Alors, quand faut-il penser au syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes en pratique courante? Docteur Grunelwald? Je remets mon micro. Je pense que là, on sous-entend TR-bêta parce que les autres sont quand même extrêmement rares et ont un phénotype neurologique très marqué qui fait évoquer le diagnostic dès l'enfance. Donc, les résistances TR-bêta, il faut y penser quand on a une TSH qui est inappropriée à des taux d'hormones thyroïdiennes élevés. Donc, comme je disais, le premier réflexe, c'est de voir s'il n'y a pas des problèmes analytiques qui peuvent être liés notamment à la présence d'auto-anticorps qui perturbent les dosages hormonaux. Donc, le faire avec un kit de dosage différent dans un autre laboratoire. Et puis, si jamais le bilan thyroïdien revient de nouveau évocateur d'une résistance, eh ben, il faut faire un NGS pour rechercher s'il y a la mutation génétique. Donc, le bilan, c'est une T4 libre qui est souvent élevée, une TSH qui est dans les valeurs hautes ou un peu élevées, et une T3 libre, pareil, dans les valeurs hautes ou un peu élevées. Une question très rapide et une réponse simple. Est-ce qu'il y a la place d'un traitement par le cynomel dans le cadre des syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes? Alors, toujours dans le cas de la résistance TR-bêta, c'est clairement pas un traitement de première intention. Ça, c'est le traitement symptomatique. Après, tous les traitements
pour freiner les hormones thyroïdiennes, Triac ou Sinomel, peuvent se discuter. Il y a une RCP avec le centre de référence qui est piloté par Angers et où on peut discuter les dossiers des patients qui restent symptomatiques malgré un traitement par bêta-bloquant. Mais c'est des indications qui, pour le Sinomel, me semblent exceptionnelles. Il y a un PNDS qui est d'accord, il y a en cours de rédaction et qui va être prochainement publié, qui détaillera cette prise en charge. Merci beaucoup. Plusieurs questions pour moi. Une TSH à 3,5 pendant la grossesse avec anticorps anti-TPO positif, traitement, et si oui, quel est l'objectif? Ça tourne autour des valeurs de TSH entre 2,5 et 3,5 et en présence d'anticorps antithyroperoxydase. À mon avis, et je dirais que oui, il y a la place, vu les travaux de Daniel Glinoer qui montrent qu'il y a une augmentation une augmentation du taux de TSH chez les patientes qui ont une thyroïdite chronique au cours de la grossesse. Et donc, oui, je pense que je pense que les patientes qui ont une TSH supérieure à 2,5 micro-unités par ml et des anticorps anti-thyroperoxydase positifs doivent bénéficier d'un traitement, et l'objectif thérapeutique, c'est ramener la TSH aux alentours de 1 à 1,5 micro-unités par ml. Voilà, et je crois qu'on va peut-être s'arrêter là et que de toute façon, les différents orateurs sont prêts à vous répondre par des mails à vos questions. Et donc, encore une fois, je voudrais remercier d'abord le laboratoire HAC et en particulier Isabelle Guiraud qui nous a accompagnés dans cette aventure du webinaire post-TA. Je voudrais également remercier Tim Avis de l'agence Comenco qui nous a accompagnés dans la préparation de ce webinaire. Je voudrais remercier les 4 oratrices avec lesquelles j'ai été amené à travailler, et je vous remercie aussi de votre présence pendant ce webinaire post-TA 2023, en espérant qu'on aura la possibilité de nous retrouver l'année prochaine à peu près à la même période pour un webinaire post de ETA 2024 qui aura lieu en septembre à Athènes. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end à tous.